Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la saison 3 de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis accompagnée une nouvelle fois que de femmes. Céline Berger, sophrologue, Caroline Cousin, coach professionnel et Ornella Beauté, psychologue clinicienne. Aujourd'hui, nous allons parler émotion, car après l'épisode sur le bizutage et celui sur la phobie scolaire, une question pointe son nez. Comment gérons-nous nos émotions ? Mais qu'est-ce qu'une émotion également ? Et n'est-elle pas seulement personnelle ? Répondons tout de suite à ces questions en commençant par la présentation de nos intervenantes. Alors bonjour, je me présente, donc je m'appelle Céline Berger, j'ai 50 ans, donc aujourd'hui je suis sophrologue, sophroanalyste et je pratique également les massages bien-être et les massages ayurvédiques. Alors au niveau de mon parcours personnel, je suis arrivée à la sophrologie vers l'âge de 36-37 ans, en développement personnel pour moi-même avant d'en faire mon métier, puisque j'avais énormément de crises d'angoisse. Et qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la psychologie et l'analyse, en fait, me limitaient. Donc j'avais compris un petit peu mon histoire de vie, mon passé, mais je me rendais compte que émotionnellement et au niveau de mon corps, j'allais pas mieux. Voilà, donc du coup, en développement personnel, sur plus de 2 ans de formation, où je me suis libérée, j'ai pleuré pendant 2 ans, je me suis vraiment allégée et libérée. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça a fait sur moi, dans ma vie, les changements, ma liberté, j'ai voulu le transmettre. Voilà. Donc au départ, j'ai commencé dans le bénévolat puisque j'avais pas besoin de travailler. Mon mari gagnait bien sa vie. Et j'ai fait 2-3 ans de bénévolat. Et quand j'ai divorcé, en fait, je me suis installée. Et du coup, les gens auxquels j'avais déjà fait des séances, en fait, m'ont tout de suite envoyé du monde. Voilà. Donc ça fait 13 ans que j'exerce. Donc j'ai un cabinet sur Ajaccio. Je pratique également donc soit à domicile, en cabinet ou même en extérieur. Donc ça, c'est aussi une liberté avec la nature qu'on a ici ou au bord de la mer. C'est agréable. Alors la sophrologie, elle a été fondée dans les années 1960 par le docteur Alfonso Caicedo, qui était lui-même neuropsychiatre. Voilà, donc il s'est inspiré des techniques orientales et occidentales et il a créé donc la sophrologie. Donc dans ses sources d'inspiration, il y a un peu d'hypnose dans la sophrologie. Il s'est un petit peu inspiré de la relaxation progressive d'Edmund Jacobson, du training autogène de Schultz, donc c'était des médecins à l'époque. Il y a un peu de yoga, il y a de la méditation zen. La définition exacte que lui-même en donne, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Voilà, donc pour faire un peu plus simple, c'est-à-dire que si je suis bien dans mes pensées, je suis bien dans mes émotions. Si je suis bien dans mes émotions, je suis bien dans mon corps. Si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mes émotions et dans mes pensées. Donc en fait, la sophrologie va avoir un aspect vraiment, une harmonisation psychique, émotionnelle et corporelle, voire spirituelle. Voilà. C'est plutôt une philosophie de vie. Et ce que peu de personnes savent aussi, c'est que la sophrologie, c'est une science. Alors une séance se passe, en fait la personne me contacte, donc il faut qu'elle me contacte elle, il ne faut pas que quelqu'un prenne le rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Je l'accueille au cabinet, donc première prise de contact, on fait une anamnèse, on écoute la personne, son histoire de vie, son parcours. On lui demande ce qu'elle attend des séances ou de ce qu'elle attend en venant me voir. Et chaque personne va avoir des objectifs et des attentes différentes. Voilà. Donc ça, c'est la première séance où je vais répondre aussi à leurs questions par rapport à la sophrologie. Je leur explique également, suivant leurs problématiques, ce qui peut se passer au niveau de leur corps, surtout notamment par rapport au stress, par exemple. Et ensuite, je vais mettre en place un protocole suivant leurs problématiques et leurs objectifs. Et ensuite, je leur fais toutes les séances de sophrologie, c'est du viventiel. Donc c'est soit debout, assis ou allongé. Et il se laisse guider par ma voix et on fait un voyage intérieur. Alors c'est lié à tout.
En fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des cogitations mentales et qui aimeraient retrouver du calme un petit peu en eux parce qu'ils sont dans une confusion ou submergés par leurs émotions, mais qui sont liées aussi, bien sûr, à des pensées. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont malades, qui ont des cancers, et puis voilà, qui ont des idées noires. Enfin, il y a vraiment tout type de public, quoi. Bonjour, je m'appelle Caroline Cousin, j'ai 39 ans et je suis coach professionnel depuis à peu près 2 ans. J'ai eu un parcours dans la comptabilité, donc avec les chiffres. J'ai démarré dans un cabinet d'expertise comptable quand je suis revenue après mes études pendant une dizaine d'années. Et suite à 2 grossesses, donc 2 petites filles qui sont arrivées dans ma vie juste avant mes 30 ans, j'ai choisi de changer de voie. Et j'ai passé le concours dans une grande entreprise dans laquelle j'ai été embauchée pour un poste de communicante. Voilà, donc chargée de communication dans une grande entreprise dans laquelle je me suis éclatée. Voilà, j'ai pu libérer ma créativité professionnelle mais aussi personnelle puisque ça m'a permis aussi de démarrer le théâtre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et au bout de quelques années, je me suis un peu ennuyée. Une fois que j'avais bien erré et découvert le poste et découvert l'entreprise, je ne me sentais plus à ma place. Voilà, donc j'ai demandé à évoluer, sauf que les choses qui m'étaient proposées ne me correspondaient plus, puisqu'on me reproposait des postes plus techniques, chose que je n'avais plus envie. Et du coup, il a fallu que je me questionne. Il y a eu un petit peu de mal-être au travail puisque je ne me sentais plus tellement à ma place dans l'entreprise. Et j'ai commencé par un bilan de compétences, j'ai commencé une thérapie, une introspection, donc à me questionner. Et de là est arrivée l'aide. Voilà, comment aider les gens. Apparemment, j'étais faite pour aider les gens. Mais ça veut dire quoi, aider les gens? Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps rien, puisque on peut tous aider d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai beaucoup œuvré dans l'associatif en tant que bénévole, mais je ne voyais pas du tout comment mettre ça dans mon secteur professionnel, dans ma vie professionnelle. Donc j'ai poussé un peu ce bilan de compétences, je me suis beaucoup questionnée, je l'ai aussi vécu dans le corps à travers le théâtre, donc à travers des tournées internationales ou des pièces qui m'ont un peu bouleversée. Et du coup, est arrivé le coaching. Voilà, en faisant un moi-même. Voilà, j'ai cherché un coach qui pouvait aider sur la reconversion professionnelle. Et ça s'est très très bien passé. Et en fait, ça se passait tellement bien que j'ai dit je veux faire la même chose. Ça m'a inspirée. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis coach professionnel. Du coup, je ne suis pas toute seule puisque des personnes ont voulu me rejoindre. Donc tout s'est fait par les rencontres et des personnes qui ont cru dans le projet, qui ont cru aussi en moi et ce que j'amenais, dégageais, m'ont rejoint. Et donc aujourd'hui, on est 14. Voilà, 14 praticiennes, 14 praticiennes du bien-être sur des pratiques différentes, complémentaires. Donc c'est ça, c'est aussi une structure pluridisciplinaire avec des psychologues, une art-thérapeute, sophrologue, diététicienne, nutritionniste, naturopathe, tout un tas de pratiques qui aident les personnes à se sentir mieux. Voilà, c'est vraiment sur le mieux-être et de façon différente. Alors, je m'appelle Ornella Beauté et du coup, je suis psychologue clinicienne. Là, actuellement, je travaille dans un XAPA, donc c'est un centre d'addictologie. Voilà, on accompagne les personnes qui ont différentes addictions. Ça peut être des addictions aux produits, ce qu'on appelle, avec des consommations de substances, d'alcool, de tabac. Et ensuite, on a des addictions comportementales. Donc, c'est tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, par exemple le sport, les jeux d'argent, les jeux vidéo, voilà, les écrans. Et ensuite, j'ai une activité en parallèle en libéral où du coup, je suis plus avec les enfants et je fais de la guidance parentale. Moi, je suis psychologue clinicienne. Donc, en gros, les psychologues, c'est ceux qui sont spécialistes du fonctionnement psychique. Après, il y a plusieurs branches. Donc, moi, je suis clinicienne, c'est-à-dire que je fais des psychothérapies.
J'accompagne les personnes sur plusieurs séances à comprendre ce qui se passe pour eux, justement à dénouer certaines choses. Il y a des disciplines comme la neuropsychologie, ou alors là, ça va être plus spécialisé dans la neuro, les cognitivistes qui sont, eux, spécialisés dans les cognitions, c'est-à-dire dans les pensées, dans les schémas de pensée, les croyances, etc. Voilà. Et après, tu as plein de disciplines comme ça, développementales aussi, où tu es spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'adulte, la vieillesse, etc. Mais moi, je suis clinicienne, donc c'est-à-dire que j'aborde l'être humain en fonction de son être à part entière. J'ai une approche plutôt globale, donc je dis intégrative, c'est-à-dire que quand je fais une thérapie, j'englobe j'ai plusieurs paradigmes théoriques que j'utilise. Et en fait, ce que je fais en général, c'est qu'en fonction des personnes, je construis ma thérapie, on va dire un peu sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui m'amène, je vais construire quelque chose avec eux. C'est pas moi qui leur apprends quelque chose, et je les accompagne, on construit ensemble quelque chose pour qu'ils aillent mieux. Donc voilà, j'englobe donc plusieurs paradigmes théoriques. Je m'appuie quand même sur certains outils, notamment la systémie, donc essayer de voir un petit peu l'être humain dans son environnement, dans sa famille, comment il peut se mouvoir dans la société, comment il s'y intègre. Voilà, ça m'intéresse pas mal. Ensuite, j'ai été formée à la thérapie des états du moi, donc ce qui veut dire qu'en gros, l'être humain est formé de plusieurs états de personnalité, et l'idée, c'est de créer une sorte d'harmonie entre ces états de personnalité, parce que des fois, il y a des déséquilibres. Par exemple, les personnes qui sont un peu traumatisées, elles sont dissociées, et il y a un état de personnalité qui va être un peu fracturé, donc l'idée, c'est de rassembler un petit peu tout le monde, voilà, pour que l'être humain soit un peu sain à l'intérieur de lui-même et accède à un certain bien-être. Après, j'aime bien utiliser aussi tout ce qui est philosophique, culturel, sociétal, parce que je pense que l'être humain est quand même pris dans justement le social, quelque chose qui est beaucoup plus grand de lui, dans les phénomènes de masse, et c'est important de savoir à quel point il est influencé par du coup ce que la société lui inflige au quotidien, dans lequel il s'est construit. Alors, il y a le côté éducatif, mais il y a aussi le côté scolaire, et ce dans quoi il a baigné, et qui va du coup influencer ses schémas de pensée et sa construction en tant qu'être, et son identité pour plus tard. Quels sont les profils que tu accompagnes, Ornelle ? Au niveau des addictions, et notamment sur les addictions aux produits, je vais avoir plus d'hommes que de femmes. Donc, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça qui expliquent du coup ce phénomène. Alors, où ce serait que les femmes sont plus pudiques vis-à-vis de leur consommation, et ou gèrent toutes seules, et du coup ne veulent pas de prise en charge. Donc, du coup, elles se cachent un petit peu. Ou alors, il y en a moins aussi. Comme c'est un peu moins accepté dans la société, par exemple, je prends l'exemple de l'alcoolisme, c'est plus qu'un homme boit, on va dire que c'est beaucoup plus acceptable qu'une femme qui boit beaucoup. Donc du coup, est-ce que c'est parce que les femmes elles consomment plus toutes seules, et du coup elles vont pas forcément essayer de chercher des solutions à l'extérieur, elles vont se gérer toutes seules, ou alors est-ce qu'elles consomment moins? Voilà, c'est un peu le questionnement qu'on peut avoir. Mais en effet, pour tout ce qui est substance, j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes. Par contre, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, je vais avoir quand même plus de femmes que d'hommes. Au niveau de tout ce qui est... Alors, dans les troubles du comportement alimentaire, j'appelle ou les crises de compulsion avec de l'hyperphagie, voilà, des crises de boulimie, ce qu'on appelle. Et après, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire anorexie. Là, on va avoir beaucoup plus de femmes. Et après, je dirais que même au niveau de ma clinique chez les enfants, j'ai plus de petits garçons que de petites filles. Alors, c'est souvent... moi, je traite souvent des troubles du comportement... voilà, où les enfants ils ont un peu des difficultés à gérer leur impulsivité, leurs émotions. Du coup, voilà, j'essaie d'accompagner les parents dans ces problématiques-là. Voilà, mais j'ai plus de petits garçons que de petites filles. Nous avons découvert nos intervenantes qui exercent dans des domaines d'activité différents. Ce qui les lie, eh bien, ce sont les émotions.
leur compréhension, leur appréhension et leur gestion. Mais alors, qu'est-ce qu'une émotion, Céline ? Qu'est-ce qu'une émotion ? Alors, moi, je dirais une émotion, en fait, c'est comme une vague, un ressenti subite qu'on ressent en soi. Alors, bien sûr, ça peut être une agitation qui est causée par un sentiment. Et je dirais même que pour moi, l'émotion, c'est vraiment la vie qui circule en nous. Parce qu'il y a des personnes qui parlent d'émotions positives, d'émotions négatives. J'aime pas trop ces termes-là. Parce que je dirais, non, l'émotion, elle est, c'est tout. Pour moi, c'est la vie qui circule en nous. Des fois, on peut être colère, des fois, on peut être joie, des fois, on peut être dans la peur, on peut être amour aussi. Et c'est pas parce qu'on a été colère qu'on ne peut pas être autre chose, quoi. Pour moi, c'est la vie. Donc, c'est un témoin, en fait, de ce qui va se passer à un moment donné en soi, lié à des stimuli. Donc, ça peut être des stimuli extérieurs liés à l'environnement, mais ça peut aussi être, effectivement, même si on est chez soi tranquille, d'un coup, on peut ressentir une émotion de peur ou une forte angoisse qui peut être liée à une pensée consciente ou inconsciente. Oui, c'est un mouvement. Pour moi, une émotion, c'est un mouvement, un signal d'alarme qu'il faut écouter. Alors, beaucoup de gens ne l'écoutent pas, n'en ont pas conscience non plus. Donc il y a 6 émotions de base. Donc il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Et ensuite, de ces émotions de base peuvent découler donc d'autres émotions secondaires comme la honte, l'ennui, la sidération, la jalousie, etc. Et toi, Caroline, comment définirais-tu une émotion ? Alors, les émotions sont les mêmes, elles sont universelles. C'est un signal que notre corps nous envoie face à un événement, face à une situation. Après, on n'a pas les mêmes réactions, on est tous différents, on n'a pas les mêmes émotions, on ne ressent pas les mêmes choses. Il y a des degrés. Quelqu'un va perdre son chat et ça va prendre des proportions énormes. Quelqu'un qui va perdre son chat et va le ressentir d'une façon différente. Voilà, donc c'est pareil au travail, c'est pareil autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Il y a des degrés, il y a des échelles. Donc, la personne, elle doit s'écouter, elle doit savoir ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, c'est pas différent. Pour moi, c'est juste s'écouter. Une émotion, autant je vais ressentir de la joie dans mon travail, autant je vais ressentir de la joie à la maison. C'est le moment qui va être différent. C'est l'environnement qui va créer quelque chose de différent. Donc, que je puisse ressentir de la joie, de la colère, que ça soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, c'est de pouvoir l'écouter, le verbaliser. Voilà, je ressens ça à ce moment-là et qu'est-ce que ça provoque en moi et quel comportement ça va apporter. Souvent, quand il y a un décalage, j'arrive pas à ressentir, je comprends pas ce qui m'arrive. Du coup, le comportement, il n'est pas adapté à ce que je ressens parce qu'on n'a pas écouté ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on écoute, qu'on ressent les choses dans notre corps, on est capable d'envoyer une pensée qui va être positive ou négative et en tout cas de choisir le comportement qui est le plus adapté à la situation. Donc, comme on peut réagir dans la vie perso, on réagit aussi dans le milieu professionnel. Voilà. On n'est pas des robots, donc on écoute notre corps et du coup, on envoie le comportement qui est nécessaire pour se retrouver, une fois qu'on est en communauté, en collectif, pour que le comportement il soit adapté. Et toi, Ornella, d'un point de vue psychologique ? Une émotion, ça englobe plusieurs particularités. Elles ont plusieurs composantes. C'est-à-dire qu'elles ont une composante physiologique, donc c'est-à-dire que par exemple, tu es triste, tu vas te mettre à pleurer. Elles ont une composante neurologique, tu vas avoir des hormones comme tout ce qui est dopamine, sérotonine, etc., qui vont déclencher les comportements émotionnels, physiologiques, par exemple, ou en tout cas la sensation. Quand tu identifies que tu es dans une émotion, c'est parce que ton corps t'envoie une information hormonale comme quoi tu es dans cet état-là. Après, tu as expérientiel, c'est-à-dire comment tu vas vivre. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, ils ne vont pas du tout vivre la même chose au niveau émotionnel. On va vivre le même événement et pour autant, ça va être complètement différemment ressenti. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont ressentir de manière beaucoup plus intense que d'autres. Après, tu as tout ce qui est cognitif, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas associer à ton émotion, donc qu'est-ce que tu vas associer comme pensée, et l'aspect comportemental, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas du coup initier comme comportement derrière ton émotion.
c'est au niveau expérientiel, donc il y a différents taux d'intensité. Et ce que tu peux gérer en fait en thérapie, c'est pas le taux d'intensité parce que toi tu vas toujours le ressentir pareil. Par contre, c'est comment tu vas gérer en fait l'émotion. C'est comment tu vas pouvoir avoir une gestion un peu différente et pouvoir du coup un peu abaisser cette intensité. Mais sinon, je dirais que le premier jet émotionnel que tu vas ressentir, il sera toujours le même. Et du coup, dans l'émotion, tu as aussi l'aspect cognitif et comportemental. Donc, tout ce qui est cognitif, c'est ce que tu vas associer comme pensée à l'émotion. Et comportemental, c'est ce que tu vas initier derrière une émotion comme comportement, comme mouvement, comme réaction. Et en fait, la façon dont tu vas réagir aux émotions, ça arrive un petit peu dans l'enfance, je pense. C'est-à-dire que quand tu es tout petit encore, les émotions s'expriment de manière très primaire et il y a pratiquement toujours une décharge physiologique. Un enfant, il est content, il va rire, il va crier, il va être excité, du coup il va aller dans tous les sens. Et ensuite, il va pleurer, il va tout de suite exprimer son émotion. Et après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, en fait, les parents commencent à les inscrire dans justement le savoir, le langage, dans l'espace et aussi dans le genre. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les émotions vont un peu se différencier, je pense, d'un petit garçon à une petite fille. Et on va avoir, du coup, par exemple, chez un petit garçon, je sais pas, ça dépend pourquoi, hein, il va se faire mal, spontanément, oui, mais c'est bon, là, tu n'as pas besoin de pleurer, les garçons, c'est fort, là, ça a des gros muscles, voilà, on va les inscrire là-dedans assez facilement. Alors que je pense que la jeunesse des émotions, elle est la même pour les enfants, pour les garçons et les filles, c'est-à-dire que quand ils sont bébés, ils ont la même façon, la même manière de s'exprimer. Mais dès qu'ils sont inscrits dans le savoir et dans leur connaissance, ils vont commencer à s'inscrire dans leur schéma qui vont se construire par rapport à leur éducation, par rapport à la société, à l'éducation scolaire aussi, pédagogique. Voilà. Et à ce moment-là, le traitement émotionnel d'un genre à l'autre va commencer à se différencier. Et chez les garçons, on va peut-être un peu inhiber ce côté émotionnel, donc ils vont plus tard avoir beaucoup plus de mal à identifier ce qui se passe en eux et du coup avoir plus des symptômes physiques. Les garçons, ils vont avoir des troubles du comportement un peu déviants à l'adolescence, par exemple, ils vont faire des bêtises, ils vont sécher les cours, etc. Alors que les filles, ça va être plus, elles vont ressentir beaucoup plus leurs émotions et peut-être avoir moins de comportements déviants ou moins de réactions, je dirais, physiques ou somatiques. Si on stéréotype vraiment les choses. Hein. Après, au vu du changement de notre société, que justement on parle beaucoup de ça chez les hommes et chez les femmes, parce que les hommes, je pense qu'ils en souffrent énormément, étant donné que au niveau émotionnel, la seule émotion qui peut être acceptée, c'est plus la colère, l'agressivité, voilà, je vais montrer que je suis le plus fort, et il n'y a que ça, la violence, donc ça c'est acceptable. Après, tout ce qui est tristesse, sensibilité, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que les substances, moi, en tout cas, dans mon travail, je retrouve ça avec les substances, c'est que ça leur permet d'extérioriser leurs émotions. Tandis que les femmes, qu'elles soient en colère, on va plus les traiter du coup d'hystériques ou voilà, si elles sont violentes, ça va être beaucoup moins acceptable. Mais du coup, elles vont plus aller vers quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie, de la dépression. On comprend bien qu'une émotion n'a pas de barrière. On peut en ressentir une au travail, dans notre vie personnelle et n'importe quand. Mais alors, comment l'identifier, Céline ? C'est seulement quand on est à l'écoute de soi. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent ressentir de la colère, qui vont s'énerver, qui vont déverser la colère, par exemple, sur un conjoint ou sur un enfant, et ils ne s'en rendent pas compte. Voilà. Alors qu'il y a des personnes qui s'en rendent compte, mais après, où les mots ont dépassé la pensée et vont après s'excuser. Et quand on en a conscience, c'est assez difficile dans l'instant de se dire tiens, je suis en colère, je me fais un temps de pause. Donc il y a peu de gens qui vont le faire. Voilà, donc dans mon approche, je vais essayer de dire aux personnes quand vous ressentez par exemple de la colère, essayez de vous demander dans l'instant, alors avec des techniques de respiration, on pose d'abord un petit peu l'émotion et on l'accueille comme une invitée et qu'est-ce qu'elle a à me dire ou à m'apprendre déjà sur moi-même.
Voilà, parce que des fois, les gens disent « tiens, l'autre, il m'a mis en colère ». Non. En fait, l'autre est un révélateur de ton intérieur. Donc, si tu as ressenti de la colère, c'est ta colère, elle est à toi, quoi. Il faut essayer de comprendre. Alors, c'est pas évident, en fait, de comprendre l'émotion, hein, d'accord ? Alors, on imagine, je reste sur donc, l'émotion de colère. Donc, je prends conscience, tiens, je ressens de la colère. Je la ressens où ? En moi, dans mon corps. Donc souvent, on la ressent dans son ventre, on peut avoir chaud dans le corps. Donc déjà, il y a des manifestations au niveau physiologique, donc qui sont liées soit donc à un événement extérieur, une personne, qui va être le révélateur, donc qui va réveiller en fait ce qui se passe dans mon intériorité. Voilà. Une fois que je ressens cette colère, je vais me dire, tiens, je l'accueille, donc comme une invitée. Donc ça, c'est les gens qui en prennent conscience. Hein. Je peux déjà faire quelques respirations juste pour me concentrer sur ma respiration, sur mon corps, pour me calmer un petit peu. Et j'essaye de l'analyser. Donc souvent, derrière la colère, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des manques ou de la frustration. Et là, on va commencer donc un travail d'analyse, une introspection personnelle pour mieux comprendre son fonctionnement. Voilà. Une émotion peut cacher effectivement plusieurs sentiments, plusieurs émotions secondaires. Donc là, par exemple, si quelqu'un ressent de la colère et elle n'en a pas conscience, elle va se laisser guider par sa colère, par exemple, et elle va la déverser sur une autre personne. Donc si l'autre personne se met également en colère, en fait, tout va s'embraser. Alors que si maintenant elle ressent de la colère, elle va libérer sa colère sur une autre personne qui reste calme. La personne calme va à un moment donné réussir d'elle-même, la personne qui est en colère va se calmer. Donc l'idéal, ce serait de ne pas s'identifier et de ne pas se laisser guider par la colère. D'où le travail de maîtrise de soi et de vraiment la comprendre, l'analyser et surtout la gérer. Enfin, la gérer ou la maîtriser, en fait. Alors, pour ne pas se laisser guider par une émotion de colère, par exemple, donc, je conseille en premier d'abord un temps de pause. Ou même que ce soit, par exemple, de la peur ou de la tristesse, on va libérer, en fait, l'émotion. Par exemple, vous êtes au bureau, votre collègue est désagréable avec vous et ça vous met en colère. Si vous gardez la colère en vous et que vous la ressassez, et que vous-même vous n'êtes pas bien, déjà vous allez déclencher un stress et vous allez déclencher l'hormone du cortisol dans votre corps qui va rester 4-5 heures dans votre corps. Par contre, on imagine, je ressens de la colère et je vais d'abord faire quelques respirations pour me calmer, poser mon émotion et ensuite je vais libérer ma colère par la voie de l'expression en disant par exemple à ma collègue, écoute, je suis en colère contre toi, parce que voilà, et vous développez, vous allez par la voie de l'expression libérer votre colère. Donc là, elle ne va pas rester imprégnée en vous, parce qu'une émotion qui ne s'exprime pas, en fait, s'imprime dans le corps. D'où après, on peut aller sur ce qu'on va somatiser, où on peut se déclencher des tensions, des crispations, des douleurs à l'estomac, voilà, plein de manifestations et on peut même des fois des maladies, mais ça à long terme, quoi. Souvent, les personnes, quand elles arrivent en accompagnement, justement, elles ne comprennent pas leurs émotions. Et le but de l'accompagnement, alors qui peut être fait de différentes façons, en tout cas en coaching, c'est d'apprendre à les écouter. D'abord, on écoute ses émotions, qu'est-ce qui se passe, à quel endroit ça fait mal, à quel endroit ça s'agite, à quel endroit ça vient bouleverser un peu les choses. Et d'abord, c'est de poser des mots. Voilà, donc elle verbalise. Voilà, je ressens ça, il m'arrive ça. Et la première fois, c'est je ne comprends pas la question. Voilà, je sais pas où est-ce que ça se passe, je sais pas ce qui se passe dans mon corps. Voilà, donc on se pose, c'est ok. Donc peut-être qu'au démarrage tu ne comprends pas, mais ça va venir. Voilà, donc juste de prendre conscience qu'on a tous des émotions et peut-être que quand on est un peu plus à l'écoute, ça permet après de les réguler. Voilà, donc il y a tout un travail d'abord d'identification, d'écoute et voilà, de dire, ok, avec la situation dans laquelle, la situation que tu me partages, parce qu'on travaille sur des situations, donc là, tu me dis qu'à un moment donné, tu te trouves dans une relation conflictuelle au travail, donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Et du coup, quand on est à l'écoute de nos propres émotions, ça nous permet ensuite, une fois qu'on a appris pour nous, d'être à l'écoute de celles des autres.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. On travaille sur les émotions, donc d'abord sur les nôtres, et après on développe l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'on est apte et on a une capacité, on est plus agile pour écouter celle des autres. Et du coup, que les relations se passent mieux. Voilà, qu'il y ait une communication qui se mette en place. Déjà, en effet, il faut du coup identifier ce qui se passe en nous. Quand il y a une émotion, il faut l'accueillir, tout simplement. Après, tu as des gestions, je dirais, à court et à long terme. À court terme, c'est pour ça qu'on va avoir des comportements assez impulsifs, c'est-à-dire je me sens pas bien, ben, je vais aller manger. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il fait un amalgame. C'est-à-dire que quand il a faim, il se sert à manger, et du coup, l'inconfort, je dirais, interne, peut s'apaiser et s'atténuer. Et il se dit, par exemple, pour gérer une émotion, la dernière fois que j'avais un inconfort, bah, je peux faire exactement le même comportement. Et du coup, je vais aller et manger. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des compulsions alimentaires. L'idée, c'est de ne pas aller sur cette impulsivité-là et d'avoir un comportement qui va décharger directement l'émotion, qui en plus sur le long terme ne va pas du coup la soigner, hein, ne va pas la prendre en charge, ça ne va pas du tout aider. Il y a plusieurs aspects. Alors, où on agit sur l'aspect physiologique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on parle beaucoup de respiration, de méditation, de yoga. Tout ça, ça permet en effet de se recentrer, de pouvoir avoir tout de suite, parce que par exemple, quand on est nerveux, on va augmenter le rythme cardiaque, augmenter la respiration, la tension artérielle, etc. Donc, l'idée avec une réponse physiologique, c'est de promouvoir quelque chose de l'ordre de la respiration qui va permettre de calmer le système interne. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place. Après, on a tout ce qui est traitement au niveau cognitif et au niveau des pensées. Et du coup, ça peut être sur le moment de se décaler un peu. Parce qu'en fait, l'être humain, comme j'ai dit au début, voilà, il a ces émotions qui n'ont pas de filtre et qui s'expriment dans tous les sens quand il est petit. Et plus ça va aller, plus, en gros, l'appareil, les parents vont essayer de lui créer un appareil pour gérer ses émotions et que ça prenne du sens. Et donc, il va garder ces schémas, on va dire, de traitement émotionnel un peu toute sa vie, jusqu'à l'âge adulte. Et il va être un peu enfermé dedans aussi. Donc, du coup, il va être enfermé dans ses propres schémas, mais aussi dans les schémas un peu genrés. C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir une émotion, il va être mal, il va faire il va peut-être plus la laisser de côté et aller faire autre chose. Tandis qu'une femme, elle va peut-être plus l'accueillir et être un peu, pouvoir plus s'identifier. En gros, les hommes vont peut-être plus fuir, alors que les femmes vont être un peu plus face à leurs émotions. Et en parler et pouvoir les mettre en mots. Et l'idée, c'est que les hommes vont aussi plus extérioriser le problème. Au niveau émotionnel, ils vont être plus attribuer en fait leur problème à une cause externe. Donc, du coup, ils vont pouvoir du coup les mettre à distance en disant c'est cette personne et du coup je vais peut-être potentiellement décharger sur lui, mais sinon je ne vais pas me remettre en cause. Alors que les femmes, elles vont beaucoup plus se remettre en question et pour gérer ces émotions-là. Pour se décaler, l'idée c'est de prendre conscience de ses propres schémas de traitement émotionnel dans un premier temps, de voir comment on se fait ces automatismes-là, si on a cette tendance à mettre la cause sur les autres, voilà, et de pouvoir un peu modifier ses croyances. Alors, il y a des personnes qui arrivent à le faire toutes seules. Donc, du coup, l'idée, c'est, par exemple, on va avoir une émotion, on va peut-être réussir à se dire, bon, là, c'est ma peur, en fait, qui est en train de parler, donc je peux m'en décaler, c'est pas totalement moi, c'est pas objectif, je suis en train de me construire un scénario qui n'a rien à voir avec la réalité, et du coup, je vais pouvoir, en fait, instaurer une sorte de dialogue interne pour, du coup, me calmer. Après, il y a des personnes qui vont juste appeler une amie ou alors en parler au psychologue, voilà, pour débriefer un petit peu de la situation, la décortiquer et pouvoir avoir une sorte de mettre du sens en fait sur la situation pour pouvoir la digérer plus facilement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on va tous être un peu enfermés dans notre prisme. Alors, dès qu'on peut en parler à quelqu'un, du coup, ça va peut-être pouvoir ouvrir un peu ce prisme-là et avoir une vision un peu différente de la situation et baisser en charge émotionnelle, du coup. Pour les femmes, ça va peut-être plus facile que les hommes qui vont avoir d'autres stratégies en fait pour gérer.
Après, voilà, il faut avoir cette capacité introspective de pouvoir identifier la bonne émotion. Parce que des fois, on a des sortes d'émotions écrans. On va être en colère, mais derrière ça, il y a peut-être de la tristesse ou des choses beaucoup plus profondes en fait, qui viennent s'exprimer dans une situation qui n'est pas du tout adaptée. En fait. C'est parce que c'est quelque chose qu'on a vécu auparavant qui nous fait surréagir en fait, à la situation présente. Pour citer Damien Bocquet et Didier Lett, dans Les émotions à l'épreuve du genre, les émotions sont souvent considérées comme un puissant marqueur de genre. Depuis la théorie antique des tempéraments, le masculin est du côté des émotions chaudes et sèches, comme la colère, la fureur, l'hardiesse et la haine. Et le féminin est du côté des émotions froides et humides, comme la modestie, la douceur, la crainte, la pudeur, la compassion et encore la langueur. Dans le monde occidental, on considère aussi que les émotions sont davantage féminines et que la raison est plutôt masculine. Fin de citation. Avec l'évolution de la médecine, on a même associé les hormones à des changements d'émotions. Les hormones de la femme étant plus nombreuses que chez l'homme, cela renforce le sentiment d'instabilité et donc encore une fois, l'infériorité de la femme face à l'homme. Sauf que l'on voit bien, avec la prise de conscience de la masculinité toxique, que les hommes ressentent bel et bien des émotions, mais sont éduqués à ne pas les montrer et donc, par conséquent, ne savent pas les gérer. Alors par rapport à, par exemple, un garçon où on va dire, ne pleure pas, tu es un garçon, ça va relever en fait de le conditionnement un petit peu familial, l'éducation. Et du coup, l'enfant, sur l'instant, il va enregistrer quelque chose au niveau de son inconscient. Et puis, il va enregistrer cette croyance. Alors effectivement, à l'âge adulte, s'il a entendu toute sa jeunesse ne pleure pas, les garçons ne pleurent pas, il ne va pas se l'autoriser. Donc là, on va relever plutôt dans l'ordre du système de croyance de la personne. Donc elle ne va pas se l'autoriser. Et effectivement, quand ce garçon aura envie de pleurer, il va se rappeler sa croyance et il va se l'interdire. Du coup, il va refouler son émotion, il va la garder en lui. Et effectivement, là, on peut partir sur le somatique. Il va somatiser certaines choses et après, ça dépend de chaque individu, comment il va, comment va se traduire ce psychosomatique, quoi. Ça dépend de chaque individu. On est tous différents. Il y en a qui peuvent sortir dans des cas de stress, de l'eczéma, et d'autres non. Donc ça dépend des personnes. Et les filles, est-ce qu'elles sommeillent de la colère ? Alors ici, je dirais pas qu'elle sommeille la colère, je dirais plutôt qu'elle sommeille en fait la peur du regard et du jugement de l'autre. Donc là, ici, c'est très inscrit au niveau des croyances familiales, mais aussi culturelles. Donc là, au sein de mon cabinet, les personnes que je reçois, c'est plus pour reprendre leur pouvoir personnel, la confiance en elles, pour se dégager en fait de la peur du regard de l'autre. Caroline, c'est donc nouveau de parler des émotions chez les hommes, mais aussi dans le travail. Jusqu'à peu, on parlait uniquement de compétences et on distinguait le privé du professionnel. Mais alors, les personnes qui viennent te voir, arrivent-elles à identifier leurs émotions ? En effet, les émotions dans les entreprises, c'est récent. Ça fait pas longtemps qu'on en parle. D'ailleurs, les neurosciences ont commencé à étudier les émotions et l'intelligence émotionnelle depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc c'est tout récent. On parle d'émotions depuis bien plus longtemps que ça. Maintenant, l'intelligence émotionnelle et les neurosciences, ça fait 15-20 ans que ça commence à rentrer, qu'on a des auteurs qui écrivent dessus, des recherches qui sont faites scientifiques. Donc l'intelligence émotionnelle commence à arriver dans le milieu professionnel. D'ailleurs, les formations qui nous sont demandées, et quand on fait appel à nous en entreprise aussi, c'est pour nous dire on aimerait intégrer l'intelligence émotionnelle qui va emmener à de l'intelligence collective pour que les personnes puissent se parler, s'écouter. Et tout ça, c'est assez récent, en effet. Comment ça se passe, justement ? Est-ce que les personnes, elles reconnaissent d'abord leurs émotions si elles les reconnaissent dans leur vie perso, est-ce qu'elles les reconnaissent dans leur vie pro ?
En tout cas, d'abord, elles savent dire, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui se passe. Ou il y a un conflit, ou j'ai perdu mes moyens. Donc d'abord, c'est je ne sais pas faire ça. Avant de dire j'écoute mes émotions. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois que qu'est-ce qui ne va pas, ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que soit tu te retrouves en colère pendant une réunion où tu as entendu quelque chose qui ne te convenait pas, ou comment ça se fait que tu es parti en claquant la porte, ou alors qu'est-ce que ça a provoqué en toi ce moment-là. D'abord, la personne, elle revient en disant je ne sais pas ce qui m'arrive, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc souvent, on a tendance à envoyer la problématique sur l'environnement ou sur les personnes qui nous entourent. Ça ne s'est pas bien passé avec mon chef et je ne sais pas dire pourquoi. Voilà. Donc, avant toute chose, on étudie d'abord ce qu'elle a envie de nous dire. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'abord la situation. Eh bien, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ah, drôle de question. Qu'est-ce qu'on ressent? On est dans une culture, enfin en tout cas, moi ce que je ressens depuis que je suis petite, on m'a pas souvent posé la question de ce que je ressentais. C'est assez récent. Voilà, encore moins dans le travail. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis les choses, même dans le corps? C'est vrai que c'est des questions difficiles. Donc il faut d'abord que la personne, elle intègre la question. Et j'avoue que c'est quand même, pour moi, dans les personnes que j'accompagne, plus facile avec les femmes. Les femmes savent dire à quel moment, à quel endroit ça bloque. Est-ce que c'est à la poitrine? Est-ce que dans la gorge, j'ai la gorge qui est nouée? Les hommes, quand on leur pose la question, enfin en tout cas les hommes que j'accompagne, quand je pose la question, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Le ressenti ne leur parle pas du tout. Mais alors pas du tout, il y a encore un énorme fossé. Donc je transforme un peu la question. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre corps? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu bouleversé, chamboulé? C'est pas du tout le même discours. Une femme va vraiment dire oui, à ce moment-là, j'ai ressenti ça dans mon corps. J'ai un blocage au niveau de la poitrine, donc je sais que ça fait mal et du coup, j'ai pas exprimé, ça a bloqué carrément à la poitrine. J'ai pas exprimé ce que je ressentais. Donc je me suis sentie un peu agressée ou j'ai senti des mots qui ne me convenaient pas et j'ai pas pu le dire. Je l'ai gardé en moi. Voilà. Donc en fait, elle va apprendre à écouter. Ok. Donc j'ai eu ce blocage au niveau de la poitrine. Là, elle le formule en séance de coaching. Donc, nous, on va dire, ok, donc maintenant, tu sais que quand tu as entendu ces choses-là, ces mots ne t'ont pas fait du bien, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Et là, la personne va dire, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, là, je ressens un blocage, mais moi, j'aurais eu envie de dire que ça ne me plaisait pas, ça ne me correspondait pas. Et puis donc, ok, donc qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce que tu aimerais avoir une discussion? Voilà, donc en fait, c'est tout un apprentissage. C'est pas inné l'intelligence émotionnelle, hein, ça s'apprend. Donc c'est des choses qui commencent à être enseignées à l'école. C'est comme tu apprends sur les langues, comme tu apprends les mathématiques, l'intelligence émotionnelle est en train de rentrer dans les programmes. Alors, on a encore un peu de retard par rapport au Canada ou les pays nordiques, mais on l'entend en entreprise. Il y a aussi un travail qui est en train de se faire avec l'éducation nationale. Mais l'intelligence émotionnelle est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit transmettre à nos enfants, qu'on doit transmettre aux personnes en entreprise qui n'ont pas eu cette chance d'être éduquées à l'intelligence émotionnelle. Mais voilà, comme je te dis, comme on apprend à écrire, à parler, on apprend nos émotions. Donc, en fait, ce travail qui est fait, même avec des personnes de 40-50 ans, c'est un apprentissage. Donc d'abord, c'est pour ça qu'on dit, on écoute, et puis on rentre on met en place des habitudes et des choses qui vont permettre à la personne d'ancrer ça dans leur quotidien. Et autant elles vont l'apprendre peut-être qu'elles arrivent chez moi pour la problématique professionnelle, mais elles vont l'apprendre pour leur vie personnelle. Moi, je ne fais pas de distinction entre l'apprentissage qui se fait en coaching sur la vie pro et la vie perso, c'est la vie tout court. Donc, tu viens apprendre peut-être à parler de tes émotions au travail, mais en même temps, tu sais que ça va te servir dans tous tes domaines de vie, que ça soit pro, perso, tes amis, ton cercle social, ton environnement, tes enfants, peu importe. Voilà, tu es en apprentissage, donc il faut un petit peu de temps. Ça se passe pas en un claquement de doigts. Nous, en tant que coach, on est là pour tenir la main le long de cet apprentissage, comme on tiendrait la main à un enfant qui apprend à marcher. On est à leur côté et à un moment donné, c'est de pouvoir prendre son envol ou en tout cas de leur lâcher la main, de dire ça y est,
vous avez les clés, tu as les clés pour maintenant être autonome et responsable sur tes émotions. Tu en fais ce que tu veux, voilà. Et les comportements vont être adaptés. C'est toi qui vas choisir les comportements qui vont être en lien avec ce que tu ressens. Voilà. Donc, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage voilà, qui peut être fait tout au long d'une vie. Et on continue à travailler et à apprendre de nos émotions chaque jour. Voilà, donc pourvu que ça rentre dans les ministères très rapidement, j'espère, pour qu'on entende cette voix de l'intelligence émotionnelle. En fait, l'émotion, elle est propre en fait à chaque individu. Donc, elle est subjective à chaque individu. Elle va arriver comme ça. Donc, on ne peut pas mettre dans un cadre. Elle va arriver comme ça, en fait. Et pareil, pour ce stress, il y a des personnes qui sont sujettes à un stress plus élevé, d'autres qui vont, si on regarde les moines bouddhistes, vous voyez bien qu'ils ne sont pas du tout stressés. Ils vont être même dans des émotions, dans une bonne gestion de leurs émotions, et souvent ça va être neutre. Donc eux, ils arrivent à ça, qu'on va leur dire par exemple tu es le meilleur ou tu es le plus nul, et ils vont même avoir en eux, dans leur corps, une neutralité émotionnelle, puisque ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Il n'y aura aucun impact physiologique en fait. Après, chaque individu, voilà, c'est vraiment chaque personne, suivant comment elle va réagir, quoi. On ne peut pas mettre une émotion dans une case positive ou négative, homme ou femme, ni même associer un domaine d'activité ou un âge à une émotion. On apprend à s'écouter et à s'adapter. Voilà, dans l'apprentissage des émotions, donc de l'intelligence émotionnelle, il y a aussi, quand on apprend à écouter ses émotions, on développe nos capacités d'adaptation. Voilà, donc quand tu commences à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, en effet, c'est là que tu commences à te dire, en effet, il y a quelque chose qui ne correspond plus, qui ne va plus, ou je ne me sens plus à ma place. Donc, tu sais peut-être pas dire au moment où tu es en mal-être et où tu ressens ce brouillard, tu passes par le désert et tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vient de la vie est-ce que ça vient de mon couple ? Est-ce que ça vient d'une surcharge de travail ? Ou est-ce que je m'ennuie ? Une fois que tu as posé tout ça, tu es capable de dire, ok, en fait, aujourd'hui, je me sens plus à ma place parce que je sais que ça ne me correspond plus, que cette voie que j'avais choisie à un moment donné, ce n'était pas la voie qui me correspondait le mieux, ou elle me correspondait pendant un moment, mais en tout cas, c'est plus celle que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc, je vais aller à la recherche de cette voie. Et c'est en t'écoutant, c'est en s'écoutant qu'on peut trouver, comme j'ai dit, nos aspirations, nos besoins. Si tu mets un filtre ou un masque devant toi et que tu ne ressens rien, tu peux rouler toute ta vie comme ça et te dire, bon, voilà, j'ai fait 40 ans de ma vie, la même entreprise, ça me correspond, c'était très bien comme ça, tu ne te poses pas de questions. Voilà, et puis, si tu commences à t'écouter, si tu commences à te questionner, ok, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie ? Est-ce que c'est de cette façon-là que j'ai envie de bosser ? Est-ce que c'est là que je vais trouver ma raison de me lever le matin ? Parce que c'est ça aussi, c'est de dire que les personnes qu'on accompagne, c'est quand vous arrivez et que vous dites oh, j'en peux plus, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai plus la force d'y aller, mon corps il dit stop. L'accompagnement il permet de dire ok, moi j'ai envie qu'à la fin de l'accompagnement, vous puissiez dire ça y est, j'ai trouvé ce qui va me donner envie de me lever le matin. Ma raison d'être, ma raison de vivre en fait. Je fais juste le parallèle avec l'ikigai parce que c'est important aussi de parler de ça. L'ikigai, c'est un concept japonais qui a été étudié et qui est sorti d'une région japonaise où les personnes vivent le plus longtemps au monde. Voilà, donc il y a énormément de centenaires et donc on s'est posé la question à un moment donné, pourquoi ces personnes vivent si longtemps et spécifiquement dans cette région ? Est-ce que c'est l'environnement ? Puis ils sont sur une île comme nous, donc on pourrait être un peu dans les mêmes conditions, mais ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ces personnes, quand elles ont été interrogées, on a compris qu'elles travaillaient toute leur vie. Et quand on leur a parlé de ce rapport au travail, elles nous ont dit « mais non, nous on n'a pas la retraite, on estime que ce n'est pas un travail. » Ah d'accord, alors qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est une passion, c'est plus qu'une passion. En fait, c'est ma raison de me lever le matin. Et puis donc, si j'ai plus ma raison de me lever le matin, j'ai pas de raison d'exister. En fait, elles considèrent que en se levant le matin,
elles vont faire quelque chose qui leur plaît, qui leur correspond. Pourquoi arrêter cette raison de vivre? Donc le concept, il a été créé autour de ça et de dire, si tu veux te lever tous les matins, alors c'est pas dire qu'on va se lever tous les matins avec le sourire et l'énergie, parce qu'il y a des choses qui nous entourent qui sont aussi difficiles. On a des difficultés de la vie, des obstacles à traverser. Mais en tout cas, si je sais que j'ai envie d'y aller, ce concept, il a été mis en place pour que, ok, on va trouver ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce qui correspond au monde aussi. Voilà, donc c'est un mix de ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Voilà, donc le but, c'est que les personnes sorties d'accompagnement, elles aient leur ikigai et qu'elles puissent se dire, voilà, aujourd'hui, je sais ce qui me donne envie de me lever le matin et donc j'ai retrouvé la joie et l'enthousiasme pour y aller. Et donc le travail qui va correspondre à cet ikigai. Voilà. Et tout ça est lié aussi aux émotions et à ce que je ressens par rapport au monde qui m'entoure. Moi, j'explique ça souvent à mes patients. On a un cerveau intellectuel, un cerveau émotionnel et un cerveau instinctuel. Donc, c'est-à-dire que y a un cerveau qui va nous permettre de raisonner, l'autre qui va nous permettre de ressentir et l'autre qui va nous permettre d'agir. Et si ces trois ne sont pas vraiment connectés, alors il va y avoir un déséquilibre qui va s'opérer et des comportements qui ne vont pas être forcément adaptés et qui vont nous faire souffrir. Et le cerveau émotionnel ne passe pas toujours par l'intellectuel. Et je dirais que l'intellectuel, c'est ce qui est à peu près conscient, et le cerveau émotionnel et instinctuel, ce n'est pas toujours conscient. Donc, il faut pouvoir reconnecter ces parties, et je pense que les approches du coup psychocorporelles, les activités physiques, l'art, les choses qui nous font vivre des sensations, c'est comme quand on écoute une musique, par exemple. On va vivre l'émotion alors que on n'est pas forcément dans une situation particulière, mais on va quand même ressentir l'émotion derrière la musique. On va vivre le film comme si c'était nous, mais alors que non, c'est tout simplement parce que ce qu'on peut voir nous faut ressentir en fait les choses à l'intérieur de nous. Et je pense que ça nous fait beaucoup de bien. Ça peut nous faire vraiment beaucoup de bien pour extérioriser les émotions et pouvoir un peu, pas forcément du coup mettre des mots, mais mettre un ressenti. Et mettre le ressenti, ça va être juste de pouvoir un peu décharger ça. Les émotions sont bien soumises aux stéréotypes de genre et pourtant n'ont pas de barrière et touchent tout le monde. On apprend à les identifier, à les appréhender, à les traiter et mieux les gérer, que l'on soit une femme, un homme, non-binaire ou gender fluide. Écoutons-nous, écoutons notre corps et notre tête, mais ça, c'est en théorie. Mais en pratique, comment on sort des stéréotypes de genre, Ornella ? Au niveau de la parentalité, et enfin, d'essayer de moins genrer du coup les comportements des petits garçons, des petites filles, d'avoir une approche un peu plus commune à l'appréhension des émotions pour que après les garçons ne soient pas en difficulté finalement pour identifier et appréhender leurs propres émotions plus tard, parce que je pense que c'est pour ça qu'on arrive à des comportements où il y a beaucoup plus de déviance, de délinquance, et tout ce qui est violence conjugale, c'est souvent identifié chez les hommes, mais parce que du coup, il y a vraiment ils ont une carence au niveau affectif qui est très très développée, et bon voilà, si on essaye peut-être d'être un peu plus attentif à ce qui se passe pour tout le monde, que ce soit fille ou garçon, ça va nous permettre, chez les garçons, d'avoir une meilleure appréhension de leur monde émotionnel, et chez les filles peut-être d'avoir quelque chose de beaucoup plus modéré et beaucoup moins chargé, puisqu'elles n'auront que leurs émotions à elles et pas à se prendre toutes les émotions des autres avec elles. Est-ce que l'éducation pourrait aider à mieux gérer ses émotions et les comprendre, Céline ? Alors oui, l'éducation pourrait aider si dès tout petit, le parent peut être à l'écoute de l'enfant, l'autoriser finalement, par exemple s'il est en colère, l'autoriser à libérer sa colère, ou bien lui dire voilà, tu as le droit d'être en colère. Par exemple, si nous on est dans le salon, on est tranquille et puis que l'enfant il se met en colère, de lui dire voilà, tu as le droit d'être en colère, mais va alors dans ta chambre, tu vas libérer ta colère, et tu reviens quand tu es calmé. Donc là, on ne va pas rentrer dans un système de punition. Je te punis dans ta chambre. On laisse la porte ouverte.
tu vas calmer ta colère et quand tu es en colère, tu vas dans ta chambre et quand que tu as réussi à te calmer, tu reviens parce que moi là je suis dans mon salon, je suis en train de lire, c'est mon espace, j'ai envie d'être tranquille. Donc ça on peut par la discussion, en l'expliquant aussi à l'enfant, on peut arriver par cette éducation effectivement parce que quand l'enfant est en colère, si on essaye de le gronder ou d'essayer de le réconcilier, il va jamais, il n'apprend pas à gérer lui-même sa colère. Donc ça, c'est assez intéressant. Si tout petit, de lui-même, il va le gérer, ça l'aidera à l'âge adulte aussi. Passons à la note positive de fin. Quelle est la tienne, Caroline ? La note positive, pour conclure, c'est que les émotions sont à la portée de tous. Donc, quand on ne sait pas et qu'on ne comprend pas, on se fait accompagner pour essayer de comprendre et les mettre à notre service parce qu'elles sont là à notre bénéfice et que du coup, ça nous permet de vivre dans une vie épanouie, sereine. Ça ne veut pas dire qu'on va occulter les difficultés et les obstacles, mais en tout cas qu'on va savoir les traverser plus facilement. Donc, les émotions sont nos alliés, donc on se sert d'elles comme nos alliés, qu'elles soient... que ce soit la joie, la colère, la peur, peu importe, la fierté, tout ça, font qu'elles doivent être à nos côtés et pas sous le couvercle ou pas cachées ou enfouies. Elles sont là pour nous. Voilà, donc merci à toutes les entreprises, merci au Covid, merci à tous les auteurs, merci au gouvernement qui est en train de faire... rentrer les émotions, l'intelligence émotionnelle dans notre quotidien. Et les émotions sont là pour tous. Ta note positive de fin, Ornella ? Pour ma note positive, alors, je dirais que c'est important de faire confiance à ces sensations profondes, à ce qui nous anime. Et souvent, ce sont des choses auxquelles on n'a pas besoin en fait, de réfléchir, on n'a pas besoin de mettre des mots dessus. On sait que c'est les bonnes choses. Des fois, il n'y a pas besoin de décrire, de conceptualiser. Juste, c'est quelque chose qu'on sait à l'intérieur de nous. C'est une évidence et c'est ça qui va nous conduire à faire telle activité, à rester avec telle personne et à être dans le moment. Et la tienne, Céline ? Alors, ce que j'ai noté pour la note positive de fin, donc je me suis dit, tiens, si chacun de nous accueille et comprend mieux ses émotions, son fonctionnement, donc avec une meilleure connaissance de nous-mêmes, je pense que nous serons donc des êtres plus apaisés et sereins, et certainement plus tolérants, et donc capables de relations avec l'autre plus apaisées et plus harmonieuses. Ça, c'est ce que je pense vraiment. Et la rencontre avec soi et son monde émotionnel, et bien sûr bien le gérer, permet donc à chacun d'être dans une meilleure rencontre avec l'autre. Si on est dans une meilleure rencontre avec soi, je pense qu'on peut être dans une meilleure rencontre avec l'autre. Nous avons fait un rapide tour des stéréotypes de genre dans les émotions et leur gestion. On retient qu'elles sont universelles, qu'elles ne sont ni négatives ni positives. On apprend à les identifier pour arriver à les gérer. On apprend qu'elles sont partout, dans le professionnel, le personnel, et à tout âge, et à tout moment de notre vie. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast ou Sexiste. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de l'année 2022. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. À très bientôt.